Yo les bandits, stars, succès, talent, autant de mots capables de définir les footballeurs. Mais bien qu'admiré et pratiqué par énormément de personnes, le football ne se résume pas qu'aux crampons, tapis rouges et autres distinctions. Corruption, rivalité, bagarre, malheureusement il existe des histoires encore bien plus complexes qui ne font pas toujours la une de vos journaux, de vos médias préférés. Alors aujourd'hui c'est décidé et je vous emmène avec moi faire le tour de 5 affaires criminelles dans le monde du football. En 1978, l'équipe de France s'apprête à disputer la Coupe du Monde en Argentine, un événement de taille pour l'équipe tricolore et son sélectionneur Michel Hidalgo. Toutefois, la veille du départ, tout ne se passe pas comme prévu. Hidalgo et sa femme sont tranquillement en route pour la Gironde lorsqu'ils sont interceptés sur une route déserte par deux individus pas très sympas. L'un des deux hommes pointe son revolver sur Hidalgo, décidément le mec lui en veut et l'oblige à sortir de son véhicule pour aller dans le bois situé à proximité. Pendant ce temps-là, son acolyte s'assoit derrière le volant, aux côtés de la femme du sélectionneur. Hidalgo, convaincu que la situation va mal tourner, décide de se retourner contre son agresseur et parvient à le désarmer, lequel s'enfuit alors avec son complice. On apprendra plus tard que ces deux hommes étaient contre la participation des Bleus au mondial, dans un pays alors en pleine dictature et sujet à d'importantes polémiques. Choqué par l'événement, Hidalgo est à deux doigts de raccrocher son sifflet d'entraîneur à quelques jours de la compétition, mais décide finalement d'y participer. Pas de chance pour lui, la France sera quand même éliminée dès le premier tour. Godwin Okpara, connu par les plus âgés d'entre vous, défenseur central de Strasbourg, du Paris Saint-Germain ou encore du Standard de Liège, son nom n'est pas associé à des finales héroïques ou d'incroyables buts. Non, pas vraiment, même pas du tout. Ce mec est tristement connu pour avoir été incarcéré pour viol et autres actes de barbarie. Pour mieux comprendre son histoire, il faut revenir en 2001. À cette époque, la jeune Tina n'était âgée que de 12 ans lorsque son père Simon décide de lui offrir un avenir meilleur en l'envoyant en France, chez Godwin Okpara. Au final, ce qui aurait pu permettre à cette jeune enfant de connaître un destin plus joyeux, s'est rapidement révélé être un véritable voyage en enfer. Aussitôt intégrée dans la famille, Tina sera privée d'école, d'amis, de liberté, pour s'occuper à plein temps des 4 jeunes enfants du couple et des tâches domestiques. Sa mère adoptive, Linda, l'humilie, la torture de manière répétée, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dès l'âge de 15 ans, Tina devient quotidiennement victime de viol par Godwin Okpara. Le 13 août 2005, Tina parvient à trouver refuge chez ses voisins et raconte l'histoire aux autorités. 3 ans plus tard, Linda est finalement condamnée à 15 ans de prison et son mari, Godwin, en écope de 10. Une peine bien maigre sur laquelle est revenue Tina à travers son ouvrage Ma vie à un prix aux éditions Michel Lafon et qui plus que jamais aujourd'hui se considère être une femme comme une autre. Vraiment un exemple de courage. Si certains le connaissent pour avoir porté successivement le maillot de Paris et de Marseille, Fabrice Fiorez reste néanmoins au cœur d'une histoire bien plus spectaculaire. L'affaire commence le 28 septembre 2012, à Salins-les-Thermes où le joueur y est violemment agressé par 3 hommes cagoulés, armés d'un fusil à pompe et d'un couteau de cuisine alors qu'il rentrait chez lui. Il force Fabrice et sa femme à pénétrer dans leur propre domicile et leur demande une importante rançon pour qu'ils obtiennent leur liberté. Frappé, menacé, un couteau placé sous la gorge de sa femme, Fiorez est finalement emporté par les bandits à bord de son propre Range Rover, bandits qui par ailleurs subtilisent au joueur de foot un sac de 50 000 €. Alors que le véhicule est pris dans un embouteillage, Fiorez casse une vitre et parvient à s'échapper des mains de ses ravisseurs, qui quant à eux tentent de brûler le véhicule et s'enfuient à bord d'une voiture volée. L'enquête est rapidement lancée. Après écoute, filature, témoignages, images de vidéosurveillance, les dessous de l'affaire sont révélés. Les ravisseurs auraient été informés de la présence d'une somme de 500 000 € dans la propriété du joueur de foot par Ghislain Anselmini, ancien coéquipier de Fiorez à Lyon et Guingamp et ami de celui-ci depuis plus de 20 ans. Soupçonné d'être le commanditaire de l'agression, on découvre par la suite plus de 15 000 messages échangés entre Anselmini et Aurélie Fiorez, la conjointe de Fabrice. Une amitié amoureuse qui a failli coûter très cher à notre ami Fifi. Anselmini sera finalement condamné à 5 ans de prison pour complicité de vol avec armes et participation à une association de malfaiteurs. Comme quoi, ils sont pas tous sympas dans les vestiaires les mecs. Généralement retraités autour de leur 35e année, les footballeurs sont contraints après leur carrière à trouver un point de chute.
Certains deviennent entraîneurs, d'autres consultants et la majorité tombe dans l'anonymat le plus complet. Une retraite bien méritée en somme. René Vignal, lui, a décidé d'opter pour une reconversion professionnelle un peu plus extravagante. Surnommé le goal volant pour ses prouesses au poste de gardien de but, René Vignal compte 17 sélections en équipe de France dans les années 50. Mais lorsqu'une triple fracture à l'avant-bras le force à quitter ses cages, il va rapidement croiser la route de personnes peu recommandables. Fréquentation à outrance de bars, goût du jeu et investissement risqué, Vignal va finalement sombrer dans le grand banditisme et réaliser plus de 27 attaques à main armée, essentiellement des braquages entre Colomiers et Toulouse. Vite rattrapé par les autorités, il est condamné en 1971 à 15 ans de réclusion criminelle malgré le soutien de plusieurs célébrités du football. Il est finalement relâché en 1978 pour bonne conduite et se confesse à travers son bouquin intitulé Hors-jeu. Aujourd'hui âgé de 90 ans, le goal volant vit des jours paisibles dans sa ville tant aimée de Toulouse. Et oui, difficile de parler d'affaires criminelles dans le monde du football sans évoquer le cas d'Andrés Escobar, sûrement le plus connu d'entre tous. Le 22 juin 1994, la Colombie affronte les États-Unis lors du deuxième match du groupe A de la Coupe du Monde américaine. Les coéquipiers de Valderrama partent favoris et doivent s'imposer pour rester dans la compétition. Le match commence et chaque équipe reste bien en place jusqu'à la 34e minute. Sur un puissant centre des Américains, Escobar tente un tacle peu académique et dévie le ballon dans ses propres filets. La rencontre se termine sur le score de 2-1 en faveur des États-Unis et la Colombie sort de la compétition la tête basse. Escobar reçoit alors des menaces de mort à la suite de la honte qu'il afflige à son pays. Il déclare alors dans la presse: « Dans le football, au contraire des combats de bêtes sauvages, la mort n'existe pas. Personne ne meurt, personne ne se fait tuer. Il n'y a que du plaisir. » Aimé par son pays, considéré comme un pilier de l'équipe nationale colombienne, celui qui s'apprêtait à s'engager avec l'AC Milan sera pourtant assassiné à 4h du matin dans le parking El Indio à Medellín. Un acte terrible, très fort, qui est sans aucun doute sa punition pour ce but inscrit contre son camp. L'ordre de le tuer aurait été lancé par de nombreux narcotrafiquants colombiens, frustrés d'avoir perdu énormément d'argent en pariant sur le match Colombie-États-Unis. Le meurtrier Humberto Muñoz Castro est reconnu coupable en 1995 et condamné à 43 ans de prison. Après des années de bonne conduite et de travaux d'intérêt généraux, il est remis en liberté en 2005, ce qui soulèvera par ailleurs plusieurs polémiques. Plus de 120 000 personnes, dont le président colombien lui-même, se sont réunies pour les funérailles d'un homme qui a, d'un geste malheureux, signé son arrêt de mort auprès des organisations criminelles du pays. Et voilà, comme vous avez pu le constater au travers de cette vidéo, le sport, notamment le football, est très sujet aux affaires criminelles. De déboires extrasportifs au meurtre, il y a encore tout un tas de mystères qui planent sur cette discipline sportive. Alors n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires et avec un petit pouce bleu si vous avez apprécié cet épisode. Si oui, un deuxième sur le même thème suivra très rapidement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement les bandits. Ciao.